Très bien, je suis très heureux de revenir dans cette agglomération nantaise. Je n'ai que des bons souvenirs. J'ai passé des moments forts de la campagne européenne ici, et puis je suis revenu ensuite, notamment récemment, dans le cadre d'un débat à la Maison de l'Europe, où j'ai pu parler avec la députée socialiste Isabelle Thomas et le député vert Yannick Jadot. Alors aujourd'hui, je reviens pour des raisons encore plus gaies que d'habitude, puisque je suis là aussi pour annoncer qu'il y a beaucoup de nouveaux au Parlement européen. Nous avons enfin réussi à créer notre groupe parlementaire. On rappelle les règles, il faut un minimum de 25 eurodéputés représentant 7 nationalités. Les 25 eurodéputés, nous les avons largement, puisqu'on en a près de 40, nos alliés, nous en avons 37 exactement. Mais nous n'avions que 5 nationalités, donc il en manquait 2. Nous les avons trouvées grâce au ralliement de 2 Polonais qui nous viennent du parti du Congrès de la Nouvelle Droite et d'une Britannique du parti UKIP. Alors ça a été possible, pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, la Britannique s'est brouillée avec son parti, puisque l'un de ses assistants parlementaires a été poursuivi dans son pays en raison d'une suspicion de détournement de fonds. Mais la parlementaire, elle, à titre personnel, n'est pas impliquée. Et cependant, son parti lui en a fait quelques reproches, donc elle a fait le choix du coup de s'éloigner de Nigel Farage. En ce qui concerne les 2 députés polonais, c'est un peu différent. Ils souhaitaient nous rejoindre depuis longtemps, mais c'est nous qui ne souhaitions pas les accueillir tant qu'ils se ralliaient à leur chef charismatique, M. Korwin-Mikke. Parce qu'en effet, M. Korwin-Mikke a tenu des propos qui ne sont pas dans la ligne du Front National, des propos trop violents, et par conséquent, c'est quelqu'un avec lequel nous ne voulons pas travailler. Heureusement, tout s'est bien terminé, puisque les 2 députés en question ont rompu tout lien avec ce fameux Korwin-Mikke. Donc à partir de là, il n'y avait plus d'inconvénient à les accueillir. Et puis, ce n'est qu'un début, hein. Nous avons donc les 7 nationalités tout juste maintenant. Mais nous sommes encore en pourparlers avec, à ma connaissance, au moins des députés de 3 autres nationalités qui sont susceptibles de nous rejoindre dans les mois qui viennent. Donc tout ça est dû au charisme, à l'influence de Marine Le Pen, qui a su convaincre aussi tout le monde que c'est une femme d'État, une femme responsable qu'on peut suivre. Et ça a été prouvé par plusieurs choses ces dernières semaines, ce qui, je crois, ont pesé lourd pour convaincre nos partenaires. La première chose, c'est le magazine Time, le magazine américain qui a classé Marine Le Pen parmi les 100 personnalités politiques les plus influentes du monde. Ça a eu un grand retentissement à l'étranger. Parce que ça a été le signe pour l'étranger que c'était une femme qui commençait à acquérir une reconnaissance internationale. Ensuite, il y a eu 2 visites internationales très réussies. Une en Russie, où elle a été reçue par le président de la Douma, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale russe, ce qui est extraordinaire, ce qui est très significatif pour un président de parti d'opposition. Et puis, peut-être encore plus incroyable pour certains observateurs, elle a été reçue par le Premier ministre égyptien. Et ça a été une visite très chaleureuse. Et ça, c'est une visite qui avait été préparée par plusieurs initiatives au Parlement européen. Moi-même, j'avais rencontré l'ambassadeur d'Égypte à Bruxelles. Et les Égyptiens ont beaucoup évolué à notre égard. Ils considèrent maintenant que Marine Le Pen est une femme d'État et qu'elle est tout à fait susceptible d'arriver au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils prennent contact avec nous. Alors, voyant tout cela, évidemment, nos partenaires qui en plus nous côtoient et voient bien que nous travaillons d'arrache-pied au Parlement, contrairement à ce qu'on avait annoncé, nos adversaires avaient annoncé qu'on ne ferait rien. En réalité, nous travaillons d'arrache-pied et nous faisons partie des députés les plus actifs au Parlement européen. Les classements qui sont disponibles sur Internet en font foi. Et bien, au vu de tous ces éléments, eh bien, voilà, nous avons pu créer le groupe parlementaire comme nous l'espérions. Et je le répète, dans les mois qui viennent, moi, la conviction qu'il va encore davantage s'étoffer. Voilà. Vous avez parlé de 3 nationalités, vous pouvez connaître lesquelles qui vous êtes encore parlé? Alors, non, parce que ce sont des discussions qui sont encore un peu confidentielles. Alors,
c'est vrai que dans le petit monde du Parlement européen, c'est un secret original, mais moi, à titre personnel, je me suis engagé à respecter une certaine discrétion, donc je vais respecter la parole. Simplement, ce qui est intéressant, c'est le phénomène. Certains groupes d'autres pays. Ah oui, oui, bien sûr. Le Jobbik hongrois est exclu et Aube Dorée, le fameux parti grec, est exclu aussi. Ce sont les deux partis que nous excluons absolument. Non, avec eux, on ne discute pas. On discute avec des partis réputés plus modérés, qui sont prêts à nous rejoindre. C'est ça l'élément nouveau. Dans votre groupe, il y a quand même, compte tenu de la députée UKIP, qui demeure très très faible, il ne tient que par un siège. Oui, mais si vous comparez avec d'autres groupes, et notamment avec le groupe de Nigel Farage, notre groupe est beaucoup plus fort. Puisque nous avons, sur les 7 nationalités représentées, nous en avons 2 qui tiennent à un député. Il y a effectivement le député britannique et puis aussi le député belge, qui est tout seul, mais qui est un allié très fiable, Gerolf Annemans, très très fiable. Alors par comparaison, les Anglais du UKIP, eux, ont le double, hein. Ils ont 4 nationalités, un seul député, et pourtant, avec ça tient quand même depuis un an. Donc nous, a fortiori, je pense que nous allons tenir assez facilement jusqu'à la fin de la législature. Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch ne font pas partie du groupe. Exact. Alors Jean-Marie Le Pen, ça ne lui a pas été proposé, compte tenu des divergences d'opinion qui sont apparues ces derniers temps entre lui et la présidente du mouvement. La présidente a décidé de ne pas lui proposer. Alors, aussi, c'est assez logique, hein. Je le regrette, évidemment, mais c'est logique, puisque Jean-Marie Le Pen, lors d'une réunion à laquelle j'ai assisté, a catégoriquement refusé d'observer la discipline du mouvement. Alors, à partir de là, on ne va pas le mettre dans le groupe, parce que s'il ne respecte pas la discipline du parti, on peut supposer qu'il ne va pas respecter la discipline du groupe non plus, donc ce n'est pas la peine d'aller au-devant des ennuis. En ce qui concerne Bruno Gollnisch, c'est tout à fait différent. On lui a proposé d'adhérer. Par solidarité envers Jean-Marie Le Pen, il a décidé de rester lui aussi non inscrit, mais ça ne change évidemment rien au fait que Bruno Gollnisch continuera à travailler en étroite liaison avec nous. Il n'y a aucun problème de ce point de vue, il l'a dit lui-même. Et Aymeric Chauprade fait partie du groupe? Oui, oui, bien sûr. Alors Chauprade n'a pas encore signé parce qu'au moment où nous avons signé l'engagement, il était en mission aux îles Fidji. Mais dans le cadre d'une mission qui lui a été donnée par le Parlement européen, puisque c'est quelqu'un de très compétent sur le plan international, donc il n'est pas étonnant que le Parlement le sollicite souvent. Mais Chauprade a dit de façon très claire que dès qu'il reviendrait, il signerait. Au début juste après les élections, Aymeric Chauprade, je crois, avait été désigné comme représentant du groupe, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Marine Le Pen a estimé qu'il n'avait pas tout à fait respecté la ligne du parti dans une vidéo qui était consacrée principalement à l'islam. Alors, c'est moins, je pense, le contenu de la vidéo lui-même qui était gênante que la réaction d'Aymeric Chauprade, puisque Jean-Marie Le Pen lui a fait observer que ce n'est pas tout à fait dans la ligne et qu'elle l'avait mis en garde à l'avance. Il a dit qu'il s'estimait libre de dire ce qu'il voulait, et à ce moment-là, c'est un petit peu le même problème que pour Jean-Marie Le Pen. Hein. Quand on est dans un parti politique, il faut respecter une discipline. Si on commence à tirer à lui et à l'IA et à tenir des propos qui ne sont pas dans la ligne définie par le bureau politique, ça pose quand même un problème. Alors dans le cas d'Aymeric Chauprade, je pense qu'il a compris, hein, mais pour autant, la divergence était suffisamment importante pour qu'on lui retire sa présence de groupe, et moi je suis tout à fait d'accord avec cette décision. Il y a à l'intérieur du Front National plusieurs courants, et c'est légitime dans un grand parti. Il y a un courant plus étatiste, plus interventionniste qui est incarné par Florian Philippot, et puis un courant qui est un peu plus libéral sur le plan économique et un peu plus classique sur le plan sociétal, qui est incarné notamment par Marion Maréchal-Le Pen. Et donc il n'est pas anormal qu'entre courants, on puisse échanger comme ça. Notre combat politique, parce que de ce point de vue, je suis assez proche de Marion, nous parlons assez souvent hein, du problème du mariage gay, de la GPA dont nous ne voulons absolument pas, etc. C'est un thème qui revient assez souvent dans le discours de Marion et aussi, je dois dire, dans le monde.
Florian Philippot, lui, s'est davantage spécialisé sur les questions économiques et sociales. Donc il en parle un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il y a des divergences, ça veut dire qu'on met l'accent sur des problèmes différents. C'est en cela qu'on est complémentaires. Quels sont vos espoirs pour les prochaines élections, là, puisque bon, vous êtes un élu du Grand Ouest, donc en ce qui vous concerne, il y a deux régions, c'est les Pays de la Loire et la Bretagne. Donc ici, administrativement, nous sommes dans les Pays de la Loire. Quels sont je me tourne vers M. Gana, quels sont les espoirs du Front National au niveau de ces élections, sachant que les élections cantonales, départementales plutôt au dernier tour, ont été très bonnes au premier tour, mais elles ont été assez mauvaises au second tour. Moi, j'ai regardé tous les résultats de la France entière, en particulier du Sud, avec 40% au premier tour, et même une UMP à 20%, on n'est pas élu. Pour l'instant. Dans un certain nombre de circonscriptions. Pour l'instant. Et il semblerait que parce que là aussi, dans l'élection européenne, en dépit de la proportionnelle, il y a un second tour. Régional. Un second tour qui est plus important. Et donc, il faut aussi un report de voix. Or, manifestement, ils se font de moins en moins bien entre la frange, je dirais, des Républicains et du DI et le Front National. Alors, je vais répondre à cela. Tout d'abord, à l'issue du premier tour, qui est quand même dans des élections à deux tours pour un parti politique, l'indicateur, puisque ce sont des élections à deux tours au scrutin majoritaire, à l'issue du premier tour, dans l'ensemble des Pays de la Loire, le Front National a obtenu un peu plus de 21%, tous départements confondus, avec des pointes dans certains départements ou des pointes dans certaines régions des départements. Donc, si vous voulez, c'est un résultat quand même, c'est une base extrêmement forte, puisque c'était un mode de scrutin qui nous était défavorable dans un cadre politique dans lequel nos candidats, nos binômes, affrontaient des sortants implantés, connus, souvent maires adjoints, conseillers généraux, très souvent, présidents de communautés de communes, etc. Nous avions, nous, des candidats nettement moins implantés politiquement et souvent, on peut le dire, même très peu connus des électeurs de leur canton. C'est donc quand même un résultat appréciable. Dans les cantons où nous étions présents au second tour, très souvent nous avons progressé. Moi je prends le cas de la Sarthe, nous sommes passés de 26,5 à 32. Il en est de même dans le Maine-et-Loire. Alors vous me direz, il est plus facile de faire de très bons résultats au deuxième tour lorsqu'on est plus présent dans les cantons où on était les moins bons au premier, certes. Mais néanmoins, nous avons progressé. Moi, si je prends mon canton de Château-du-Loir, où j'étais un candidat très peu implanté, eh bien, nous sommes passés de 28% au premier tour à 38% au second. Donc, je pense que, si vous voulez, au régional, les choses seront très différentes, parce que c'est un scrutin à la proportionnelle, même si c'est une proportionnelle biaisée. Il y a deux biais dans cette proportionnelle. C'est un des effets de seuil, tout d'abord, et ensuite, le fait que la liste en tête obtient 25%, une prime de 25% des sièges. Vous savez, c'est la grande intervention de Gaudin en 2002, à l'issue des présidentielles. Il était allé voir Jacques Chirac, ça a été raconté par plusieurs journalistes, c'est une chose certaine. Il a été voir Jacques Chirac à Brégançon, il lui a dit « Jacques, si nous ne modifions pas le mode de scrutin proportionnel général qui existait au niveau régional, eh bien, le Front National va s'imposer dans les conseils régionaux et nous serons obligés soit de nous allier avec lui, soit de le laisser gouverner un certain nombre de régions. » Et donc, ils ont imaginé ce système qui, évidemment, fait que nous concourons avec une sorte de... d'une certaine façon, on nous place un obstacle supplémentaire. Voilà, c'est le principe de la digue et de la vague. Hein, Jean-Marie Le Pen a souvent exprimé ça. On élève la digue, mais la vague monte, etc. Donc nous pensons que la vague va monter. Cette fois, c'est la vague bleu marine. Hein, nous pensons, par exemple, dans les Pays de la Loire, très certainement, de façon... beaucoup d'observateurs de vos confrères me l'ont dit, il est logique et vraisemblable, et quasiment acquis, que nous dépassions les 25% au premier tour. Alors il est certain qu'au deuxième tour, nous n'aurons pas d'alliés. Mais si nous regardons la configuration, à part le PS qui peut espérer les voix des Verts, si les Verts puisque les Verts se présentent,
et ainsi que le Front de gauche. L'UDI républicain qui ont fusionné dès le premier tour ne peuvent pas espérer un gros report de voix de la petite liste moderne qui va se présenter, semble-t-il, qui aura, à mon avis, le plus grand mal à dépasser les 5%, mais je peux me tromper. Et je pense que c'est à peu près la seule réserve de voix avec la liste Debout la République. Voilà. Si elle arrive à se monter, parce que je ne suis pas certain que ce soit le cas, et d'autre part, je ne suis pas certain non plus que le report de voix se fasse entièrement du côté d'une liste qui comprend l'UDI. Car s'il y a un parti qui n'est pas souverainiste, c'est bien l'UDI. Et moi, je compte, dans cette campagne, enfoncer le coin en plein cœur de la problématique de M. Retailleau en lui disant: est-ce que vous êtes du côté de Sens commun ou est-ce que vous êtes côté de l'UDI? Vous ne pouvez pas être des deux côtés sur un certain nombre de sujets fondamentaux. Gilles de Breton a exprimé celui des sujets de société, GPA, PMA, etc., Union, enfin le mariage Taubira. Il y a également l'Europe. Sens commun est partisan du maintien d'une souveraineté française. L'UDI est partisan de la grande fusion dans le grand boulgui-boulga européen. Et donc, je vois mal comment M. Retailleau, qui lui-même n'a pas voté le traité de Lisbonne, va se retrouver au milieu de tout cela. Alors, il va essayer de jouer l'ambiguïté. Actuellement, il prend des positions droitières, mais je pense que ce faisant, oui, il prend des positions très droitières, parce que, évidemment, il sait que c'est au premier tour qu'il faudra marquer le plus son aspect antisocialiste. Et je pense qu'au second tour, selon la vieille technique des partis de la droite classique, il se placera un petit peu au milieu, au centre, en faisant un clin d'œil appuyé vers le MoDem sans doute et vers les électeurs UDI pour bien les convaincre de rester avec lui. Avec un danger, c'est de perdre du coup les voix des LR. Et donc voilà, donc on est dans la problématique classique de la droite classique, c'est-à-dire on a un discours de droite électorale en premier tour et ensuite on part vers la gauche au second tour et on se place carrément sur des positions de gauche lorsqu'on est aux manettes. Ce que d'ailleurs la majorité, l'opposition de droite sortante a fait, elle a beaucoup voté les mesures proposées par M. Oxiette, le socialiste, dans la gestion régionale. Donc je crois que... Les listes qui vont se présenter seront des listes exclusivement Front National. Vous partez avec aucun allié dans cette élection. Non, vous-même dans la SAF, vous aviez pratiqué, lorsque je vous ai rencontré, une certaine politique d'ouverture, parce que vous nous avez fait parler qu'un candidat non Front National qui travaillait avec vous. Je pense à l'occasion. Monsieur Nodin. Oui, c'est ça. Monsieur Nodin qui venait, oui, effectivement, du ciel et du ABL. Il sera, je pense qu'il sera sur la liste, enfin bon, c'est la Commission nationale d'investiture qui en décidera, puisqu'elle ne s'est pas encore réunie concernant les Pays de la Loire, ça commence seulement. Mais moi, je souhaiterais qu'il y soit. Aucun contact avec les identitaires, par exemple. Et lui vient des identitaires. Vous savez, maintenant, dans cette période-là, on est vraiment trop près des choix finaux pour demander à d'autres personnes de nous rejoindre. Pour que des gens nous rejoignent, il faut quand même avoir une certaine, j'allais dire, connaissance. Arnaud Nodin, il s'est montré un candidat parfait. Il a été parfaitement loyal, il a été parfaitement sur le... On lui avait demandé, par exemple, de cesser d'animer en son nom le blog, je n'oublie le nom... Novopresse. Comment? Novopresse, qui est un excellent blog. Il a donc cessé d'en être le directeur. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'était une preuve de renoncement et d'acceptation d'une certaine discipline. Nous avons un candidat, M. Gruau, d'ailleurs plus qu'un candidat, un élu dans la Mayenne, dans le département de la Mayenne, un élu de Laval, qui lui a refusé, avant les élections, de quitter son blog, de le fermer, parce qu'il avait des positions extrêmement tranchées sur un certain nombre de sujets, et dans des termes qui n'étaient pas les nôtres, concernant particulièrement la loi Taubira. Et donc, il a poursuivi. Il a été sanctionné. Arnaud, lui, a vraiment été quelqu'un de vraiment parfait. Il était présent à l'inauguration de notre permanence vendredi. Enfin, vous voyez, donc je crois que, vous savez, les ralliements, il ne faut pas se faire d'illusions. Par exemple, si on prend le cas de M. Retailleau, le fait de s'allier avec les UDI dès le premier tour, d'une certaine façon, il perd cet avantage qu'il aurait eu à permettre à tous les courants de
de ce qu'il espère être sa future majorité, de faire le maximum de voix et ensuite de regrouper tout cela, bien difficilement à mon avis, mais enfin, en les prenant dès le premier tour et en ayant une liste modem, on peut craindre que les électeurs qui auraient voté UDI, si l'UDI avait présenté des listes, ne votent modem pour avoir vraiment une position centriste. Mais alors après, le problème se reposera au second tour. Et peut-être que dans la mesure où M. Clergeau est un socialiste d'une extrême modération, hein, qui d'ailleurs fait une campagne vraiment assez étonnante, mais je pense assez habile d'ailleurs, peut-être. Il essaie de gommer tout son côté socialiste. Il se transforme en animateur socio-culturel, presque, enfin, qui fait la tournée des popotes, des organismes évidemment financés par la région, et pour se donner une image comme ça, très modérée. Et je pense que M. Retailleau court un risque, il a peut-être fait un calcul trop rapide en voulant abandonner ses fondamentaux à lui. Alors j'en veux pour preuve que son discours contre la loi Claes-Leonetti à la tribune du Sénat en tant que président des sénateurs UMP, enfin républicains. C'était assez incroyable. Il s'est prononcé contre la loi présentée par son collègue parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le président des Républicains du Sénat condamnait la loi présentée par l'un des députés républicains de l'Assemblée nationale. Loi d'ailleurs qui était présentée en compagnie d'un socialiste, puisque c'est la loi Claes-Leonetti. Je dois dire que de voir M. Retailleau faire ce grand écart devant le micro, avec quelque chose d'assez pitoyable. L'élu de la Mayenne, dont vous parliez, que le conseiller municipal, je crois, de Laval, donc a été exclu du Front National. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres dans la région. Il y a monsieur, dans mon département, ils ont été sanctionnés, alors je n'ai pas de détails. Souvent issus de milieux modestes et qui avaient plus ou moins dérapé sur leur page Facebook et autres, pour lesquels vous pratiquez, je dirais, une politique je vais vous expliquer pourquoi. draconienne. Milieu de modeste, pas toujours. Pas toujours, ce ne sont pas forcément des milieux modestes, ce sont parfois des gens qui ont un niveau d'éducation et de formation. Par exemple, c'est le cas de monsieur Gruau, hein, c'est le cas de monsieur Noguès qui est suspendu, qui était chirurgien dentiste. Donc, M. Noguès, pour l'instant, est suspendu. Son cas n'a pas été encore évoqué devant la Commission nationale de discipline, enfin des conflits, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça sera évoqué sans doute courant juillet. Donc, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qu'il en sera. Je m'en remets à la sagesse des instances du Front National. Je suis très heureux de ne pas être jugé parti en tant que secrétaire départemental. Hein, bon, voilà. Donc, au niveau du second tour, en termes de sièges, vous en espérez? Alors, nous espérons entre 15 et 20. Il y a 93 sièges de conseiller régional dans la région. Nous espérons un plancher de 15 et notre objectif, c'est d'arriver vers les 20. Je pense que c'est très réaliste. Vous savez, au moment des élections départementales, moi, dans mon département, j'avais dit nous serons présents dans la moitié des cantons au deuxième tour. Les journalistes m'avaient dit mais ça ne s'est jamais vu, c'est impossible. Et puis, 15 jours avant le premier tour, j'ai dit, je pense que nous serons présents dans les 3/4. Et là, les journalistes qui reconnaissaient que la moitié était vraisemblable, sans doute du fait de leurs observations de terrain, ont dit c'est impossible. Or, ça n'a pas été le cas, c'était vraiment... C'est eux qui se trompaient. Nous avons réellement été présents dans plus des 3/4. Donc je pense que le Front National est un parti dont la force réside dans son militantisme, dans la modestie de ses cadres et de ses dirigeants, et également de ses cadres locaux, qui ne font pas du bluff et de l'esbrouf, qui travaillent, et qui souvent, dans la dernière longueur, font monter le Front National alors que les autres stagnent. C'est une constante du Front. Il gagne très souvent ses élections dans la dernière longueur. Nous avons cette qualité très importante dans la course, c'est le finish. C'est une expression anglaise, parce que les Anglais, dans les grands matchs, ce sont des gens qui vont jusqu'au bout. Vous savez, on parle de la ténacité anglo-saxonne, John Bull. Eh bien, nous sommes nous aussi un peu comme cela. Et moi, je suis très confiant. Hein. Je pense que nous étonnerons dans les pays de la Loire. Parce qu'il y a réellement, actuellement, une crise de l'entrepreneuriat et de l'emploi gigantesque. Vous savez, nous sommes une région où il y a très peu de très grandes entreprises. Il y a énormément de PME. Et elles connaissent d'énormes difficultés. Il y a un nombre de faillites
de dépôt de bilan en ce moment qui est gigantesque, dont la presse ne parle jamais parce que ce sont chaque fois 2 ou 3 emplois, ou 4 ou 5 qui partent. Mais quand on fait l'addition tous les trimestres, c'est gigantesque. Et nous sommes une région dans laquelle, sans doute comme d'autres régions françaises, hein, mais comme nous sommes région de PME, même la Vendée est touchée par cela. La Vendée connaît des difficultés terribles sur le plan économique. Et donc, moi, je suis allé à La Roche-sur-Yon la semaine dernière, c'est une ville que je connais bien, pour des raisons personnelles, bien avant de vivre dans cette région depuis 15 ans hein, maintenant. Et j'ai vu, moi, dans La Roche-sur-Yon, un nombre de vitrines fermées, particulièrement au centre-ville. J'ai vu un nombre vous savez, de ces locaux d'entreprise qui sont en périphérie, à louer ou à vendre, qui m'a vraiment frappé, alors que La Roche était vraiment une ville dynamique. C'était vraiment une ville qui avait eu une croissance économique énorme à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et là, vraiment, on voit bien que le tsunami de la crise est passé par là. Et donc, imaginez que la crise grecque produise sa contagion. Là, je parle sous le contrôle quand même de Gilles. Vous imaginez dans quel état sera l'opinion publique début décembre. Les têtes de liste, pour l'instant, dans chaque département du front, ne sont pas encore désignées. Non, elles ne sont pas encore désignées. La commission devait prendre ça en compte dans ses travaux, c'était vendredi. Et ils n'ont pas pu, parce que les régions évoquées les ont plus occupées que prévu. C'est un très gros travail, hein, parce que la Commission nationale d'investiture, au fond, elle a toujours travaillé longuement et lentement. Ça nous agace souvent, nous qui sommes tête de liste responsables. Il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats parce que ça a été très ouvert. On est un parti où on a dit à tous les candidats cantonaux, enfin départementaux, vous avez le droit de vous présenter. Les différentes sensibilités, comme nous avons évoqué tout à l'heure, se retrouvent. Ah ben certainement, moi je ne sais pas ce qui se passe dans la Commission nationale d'investiture, je n'y siège pas. Bon là, et donc je ne peux pas vous dire ce qui s'y est passé. Et puis c'est à la tribune du FNJ, le FNJ sera présent sur les listes régionales. Ah mais écoutez, je ne sais pas. Effectivement, c'est la Commission nationale d'investiture de le dire. Après, je crois que nous avons, comme le disait M. Dussaucier, le directeur national du FNJ, à Nantes mercredi, nous avons des jeunes qui se sont présentés pour être en position éligible. Après, évidemment, la Commission nationale d'investiture dira si oui ou non il est légitime que ces jeunes le soient. Mais au-delà des Pays de la Loire, je crois qu'il est certain que nous aurons des jeunes en place éligible, des jeunes élus et des jeunes conseillers régionaux qui défendront la voix de la jeunesse dans les instances régionales. Je crois que nous avons un très bel exemple en PACA d'une jeune qui s'appelle Marie-Marie Le Pen, qui est tête de liste, qui va, je l'espère, remporter la région de PACA et qui, à mon avis, saura très très bien gérer cette région. Monsieur nous étions pas au courant, était en Loire-Atlantique, je crois, mercredi dernier. Quel était le but de cette visite? Alors le but, c'était d'annoncer la coordination des départements au niveau du FNJ qui m'a été confiée à la suite du 15e congrès du Front National. C'est une coordination qui comprend une partie des Pays de la Loire et puis une partie de la Bretagne. Nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire, en plus aussi de la réforme des régions actuelles, de respecter les régions telles qu'elles nous étaient présentées par le gouvernement. Nous avons au contraire considéré que les départements étaient importants et que par conséquent les coordinateurs de départements avaient sous leur responsabilité des départements limitrophes de celui de leur résidence. C'est pour cela qu'il m'a été confié le Maine-et-Loire, la Vendée, en termes de coordination FNJ, en plus de la Loire-Atlantique. Je suis déjà secrétaire départemental pour le FNJ, ainsi que l'Ille-et-Vilaine. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'au niveau du FNJ, je travaille aussi bien en Bretagne, en Loire-Atlantique, surtout, mais aussi avec M. Jimmy Bourlieu, qui est le responsable FNJ l'Ille-et-Vilaine, qu'en Vendée, j'ai des contacts avec la secrétaire départementale FN, et dans le Maine-et-Loire. Donc au niveau du FNJ... Le FNJ représente le niveau d'adhésion de militants dans la région et en Loire-Atlantique. Alors dans la région, je n'ai pas les chiffres exacts puisque je n'ai pas à ma disposition les chiffres que peut avoir la direction nationale du FNJ. Je sais que dans mon département, en tout cas pour la Loire-Atlantique, nous en sommes à peu près 150 adhérents pour le FNJ dans une fédération qui, je crois, compte près de 1000 adhérents, il me semble.
Donc, par rapport à la proportion, nous avons une proportion qui ressemble un peu à celle des autres fédérations en France. Après, évidemment, le nombre d'adhérents, lui aussi, doit être rapporté au nombre d'habitants du département. Je pense que nous pouvons avoir peut-être une quarantaine de militants actifs. En tout cas, quand Gaëtan était venu, nous étions à peu près 30 ou 40. Et ces militants au niveau, sont des étudiants, des jeunes travailleurs? Alors effectivement, nous avons une grande diversité de militants, puisque ici, lors de cette conférence, assiste la plupart du futur bureau départemental du FNJ. Vous avez monsieur Steven François, qui est responsable du pôle étudiant pour le FNJ 44. Il est aussi secrétaire départemental du collectif Marianne, un collectif d'étudiants patriotes. Vous avez Lucas Kena, qui est en ce moment en train de passer son baccalauréat, qui est donc un lycéen, responsable du pôle lycéen, et Erwan, qui est lui un jeune salarié. Le collectif Marianne, c'est le collectif des étudiants, oui, des étudiants. De monsieur Veil de Vittel. Exact. Et celui qui n'est pas ici, c'est M. Gauthier-Dano, qui est le responsable du pôle jeunes entrepreneurs. Donc vous voyez, nous avons en notre sein vraiment une grande diversité de militants. Ils viennent de tous les milieux pour faire un peu écho à ce qui se disait jusqu'à présent. Ils viennent de toutes les spécificités, qu'ils soient lycéens, étudiants, salariés et jeunes entrepreneurs. Et c'est aussi important dans les combats que nous menons, notamment contre le RSI par exemple, puisque nous entendons donner plus de liberté aux TPE et PME qui, comme le rappelait M. Gana, surtout dans notre région, souffrent d'un énorme problème qui va être accentué notamment avec le TAFTA, qui est une préparation liée à la suffocation qu'ils subissent par rapport aux charges patronales. Et là, nous entendons aussi, au niveau national surtout évidemment, mettre en place plus de progressivité au niveau de l'impôt pour favoriser les jeunes entreprises, c'est-à-dire les TPE et PME, pour qu'elles soient libérées de l'impôt, et à contrario, pour les grandes entreprises, nous estimons qu'il est nécessaire qu'elles cessent d'être exonérées par notre gouvernement.